Bonjour et merci d'être avec nous une nouvelle fois pour ce nouveau MAG. Ce MAG, comme vous le savez, tous les vendredis, nous accueillons un nouvel invité. Et là, spécialement pour les législatives, nous n'avons que des invités politiques, mais après les législatives, c'est promis. On reviendra peut-être aussi avec des invités de la société civile. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour la deuxième fois Jean-Marc Soubest sur ce plateau. Et pour questionner notre invité, deux journalistes m'accompagnent. Antoine Collin, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Yannick Picard, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Soubest, bonjour. Bonjour à vous. Alors, merci d'avoir accepté une nouvelle fois de vous déplacer à Maran et de venir participer au MAG. C'est toujours un plaisir. C'est gentil. On verra à la fin de l'émission si c'est toujours pareil. Après les nombreuses questions. Je n'ai pas d'inquiétude. Après les nombreuses questions qu'on a à vous poser. Comme je le disais, on vous avait reçu le 4 mars dernier. Alors, vous étiez encore sous l'étiquette EELV. Aujourd'hui, vous avez changé d'étiquette pour ces législatives en tous les cas. Vous êtes sous l'étiquette NUP, NUPES, NUPS. NUPES. NUPES, NUPES. Ouais. Écologique NUPES. Et social. Voilà, très bien. Avant d'aborder la nouvelle Union populaire, écologique et sociale et votre campagne ainsi que votre programme, puisqu'il est riche, hein, on a vu les 650 propositions qui sont arrivées hier sur les bureaux de l'ensemble des médias. On a regardé et c'est assez riche, effectivement. Et 33 nuances malgré tout. Et 33, voilà, bien 33 sûr. points d'échauffement. Ce qui est important. Très important. Tout à fait. Avant de parler de votre programme, je voulais juste savoir ce que vous pensez de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, écoutez, on la connaît très bien en ex-Poitou-Charentes, puisqu'elle a été au cabinet de Ségolène Royal pendant quelques années. Ce qu'on en pense... écoutez, c'est un des piliers des 5 années du mandat d'Emmanuel Macron. Donc un mandat qui est caractérisé par l'inaction climatique, la casse sociale et puis la verticalité des décisions. Voilà, donc c'est ce que j'en pense, c'est que je crois que c'est le symbole de la continuité que veut imposer le président de la République, en effaçant aussi à la fois un gouvernement qui va être un gouvernement de techniciens, et puis un Parlement dont il veut qu'il soit un Parlement godillot. Donc elle symbolise un petit peu tout ça. À l'échelle régionale, pour nous, elle symbolise les bassines, puisque c'est elle qui a développé ces grandes réserves d'eau, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, rien de bon en tout cas pour les Français, rien de bon non plus pour les habitants de la Charente-Maritime et de la première circonscription. Avant de revenir à Elisabeth Borne, moi j'ai une question de personnalité simplement, avec vos nouvelles couleurs, hein, tout simplement. Le matin au petit déjeuner, rassurez-moi, avec Katia, vous êtes toujours Julieu d'Herbe d'Orge ou alors vous êtes passé au Ballon de Rouge au coin du Zinc avec Gérard Dubois, hein, qui est le socialiste, membre de la majorité de Jean-François Fontaine, vous êtes dans l'opposition, qui soutient votre campagne, hein, chez NUPES. Alors, ouais, Yann Picard, j'aime beaucoup votre humour, mais je ne bois pas de vin rouge le matin. Et du Gilles d'Herbe d'Orge. Non, l'alliance est cohérente. On peut en parler. Dans le programme qu'on a proposé hier et dans les accords qui ont été signés au lendemain de la présidentielle, il y a ces 80% de mesures communes. Et il y a surtout cette volonté de proposer une alternative, puisque personne d'autre ne propose une alternative à la politique menée par le président Macron, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de propositions à faire. Il vient juste d'être élu, il faut le laisser le temps. Oui, mais il est élu sur aucun programme. C'est bien la question, à part quelques mesures emblématiques qui n'intéressent pas grand monde, vu les urgences actuelles. Alors justement, avec cette nouvelle Première ministre, hein, elle est un peu verte, selon vous, elle est un peu rouge, un peu rose. Où est-ce qu'elle se situe ? Elle se situe du côté d'Emmanuel Macron, très donc clairement. Quelle couleur ? Parce qu'on s'y perd aujourd'hui. Hein, nous, nos couleurs, elles sont simples. C'est les couleurs du changement. Vous savez, les couleurs arc-en-ciel, c'est celles qui donnent un horizon aux habitants. Elle a la couleur d'Emmanuel Macron. Donc je crois que c'est une couleur unique. Orange, peut-être. Bleu. En fait, on ne sait pas. Puisque en même temps, noie un peu les couleurs et rend le monde un peu flou. Nous, on propose de la clarté. De la clarté sur des engagements, des clartés sur une alternative et surtout la clarté sur un espoir. Quand on est dans la rue et quand on rencontre les habitants, voilà, il y a un ras-le-bol vraiment et une envie de changement. À nous d'incarner
Un discours un peu mélenchoniste, que vous n'aviez pas avant. Je sais que je vous ai croisé souvent dans la rue, dans des manifestations, mais quand même. Une question fait débat. La radicalité a toujours été portée aussi par les écologistes, bien évidemment. Oui, mais vous n'avez jamais été dans une écologie intégriste, vous, personnellement. C'est pas une écologie intégriste, et celle qui est proposée par la plateforme commune n'est pas une écologie intégriste, c'est juste une écologie qui répond vraiment aux nécessités. On n'a plus le temps, les scientifiques, vous les lisez comme moi, nous disent, on a 3 ans, 5 ans maximum pour enclencher les changements. Regardez le monde dans lequel on vit, regardez la situation au Pakistan, regardez la situation en Nouvelle-Zélande, en France. Voilà, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités, et les citoyens prennent ses responsabilités à l'échelle locale, les entreprises la prennent aussi à l'échelle locale. Il est temps qu'un gouvernement mette en marche tout ça, si j'ose dire. En marche, ouais, très bien. En marche tout ça, pour ne pas rester dans l'immobilisme d'Emmanuel Macron. Je reviens à Elisabeth Borne, j'ai une dernière question. Elle va être sur la même ligne de départ que vous, le 12 et le 19 juin, puisqu'elle est candidate aussi aux législatives. La question se pose et fait débat aujourd'hui, notamment dans les médias et chez vous les politiques. Si elle perd cette élection, est-ce qu'elle doit rester première ministre ? Écoutez, je pense que la réponse est claire, notamment dans les exemples de l'histoire. Un homme politique battu à des élections, en général, démissionne. Alors, je pense qu'elle aura le courage de démissionner, puisqu'elle n'a jamais été élue. Donc voilà, passer devant les électeurs, ça me semble une ligne rouge. Si on est révoqué par les électeurs, je pense qu'il faut savoir l'entendre et démissionner. Alors on a vu dans les médias encenser le fait que ce soit une femme, enfin. Je crois que c'était il y a 30 ans, la dernière. Édith Cresson, oui. Édith Cresson, on sait dans les médias, notamment dans les chaînes d'infos en continu, une femme, enfin première ministre. À votre avis, qu'est-ce qui compte ? C'est le sexe du Premier ministre ou c'est ses compétences ? Non, c'est les deux. On peut lui reconnaître des compétences. Par contre, c'est la politique que ce Premier ministre veut mener. Et là, on a besoin à la fois de clarté, même si on sait vraiment est-ce que vous avez pas le sentiment politique, qu'on a fait un peu trop autour d'une femme première ministre ? Mais bien sûr, on ne devrait plus se poser la question. C'est-à-dire que ça devrait être logique que femmes et hommes soient ministrables et premiers ministrables, évidemment. Et que focaliser sur cet élément-là, c'est, je pense, faire une insulte aux capacités des femmes. Vous avez parié sur qui pour le poste de Premier ministre ? C'était quoi votre pronostic ? Sur la nomination. Oui, la nomination. Alors, Elisabeth Borne, c'est un nom qui revenait dès le début, c'est clair. Je pensais qu'Emmanuel Macron pourrait être un petit peu plus novateur et qu'il allait, je sais pas, j'avais pas de nom spécialement en tête pour être tout honnête avec vous. En fait, ça ne me préoccupe pas beaucoup parce que sur Jean-Luc Mélenchon. Non, la question n'est pas de qui sera le premier ou la première ministre d'Emmanuel Macron, mais c'est quelle politique va être menée. Et pour nous, c'est simple. On propose une alternative et dans l'accord qui a été signé entre les différents partis politiques de la NUPES, effectivement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui pourra être celui que le président appellera. Les institutions font que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. En charge pour le président de la République de nommer un ou une première ministre qui ait la confiance de l'Assemblée et qui ne soit pas obligé d'être l'objet d'une motion de censure. Le discours porté par LFI, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Bien sûr. L'objectif, mais l'accord, il est là. L'accord, il est là. Et c'est le vôtre. C'est lors de la conférence de presse il y a une semaine. Vous disiez texto Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. C'est lui qui, aujourd'hui, incarne la NUPES par rapport à ses résultats des élections présidentielles. C'est lui qui porte cette alliance-là. Et il est tout à fait logique que le chef d'une future majorité que nous représenterons à l'Assemblée nationale soit le Premier ministre du pays, bien sûr. Et vous n'avez pas peur que ça fasse une Macron bis repetita où on explose tous les autres partis et puis on porte un homme sur le haut de la pile ? Non, parce que justement, ça n'explose pas les autres partis. Chaque parti a sa place, a sa part dans l'Alliance, a fait ses propositions, a obtenu des accords ou des désaccords, ou des points de désaccord, et ça on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est ce qui permet d'avancer. On est dans une démocratie, et une démocratie ça commence par la discussion,
par le débat. Et puis une fois que le débat est posé, on arrive à des consensus. C'est ce qui se passe dans toutes les démocraties aujourd'hui occidentales. Et c'est ce consensus-là qui permet d'avancer. C'est pas la fracture. Or, depuis 5 ans, et même avant, le système présidentiel accentue les fractures et accentue la verticalité des décisions, sans que finalement la société, au-delà des partis politiques, soit associée à ces décisions. Et quand il y a consensus possible autour de propositions, comme il y a eu au moment de la Convention citoyenne pour le climat, qu'est-ce qu'on fait ? On n'accepte pas le consensus de la discussion et des débats, et on dit que finalement, on ne mettra pas en place les 150 propositions de la Convention. Et c'est une catastrophe. Vous, chez les Verts, combien vous avez obtenu de circonscriptions ? Combien de candidats ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je crois qu'on a une centaine de circonscriptions. C'est ça. Un cinquième, en fait, des Oui, c'est ça, postes. un cinquième des postes, avec des circonscriptions. En fait, il ne s'agit pas seulement d'obtenir un nombre de circonscriptions. L'équilibre veut qu'il y ait des circonscriptions qui sont gagnables et d'autres qui le sont moins, bien évidemment, pour pouvoir avoir un équilibre ensuite à l'Assemblée nationale. L'objectif étant, et c'est un objectif important pour les écologistes, pour le pôle écologiste, parce que ce n'est pas seulement Europe Écologie Les Verts, c'est d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale de façon à pouvoir travailler et être toujours dans cette démarche-là de proposition, de discussion et de recherche d'un consensus avec les autres partenaires de la NUPES. Et puis, bien évidemment, pour proposer des changements, des politiques à l'Assemblée nationale. Alors justement, au niveau des discussions, on va se recentrer sur le local, là où vous êtes candidat. Lorsqu'on vous avait reçu en mars dernier, vous nous parliez d'un élan de jeunesse qui allait arriver sur les législatives locales, sur cette première circonscription. Vous avez quel âge, Jean-Marc ? Et moi, j'ai 57 ans. Vous faites plus vieux que votre âge ? Oui, peut-être que je fais plus vieux, peut-être que je fais plus jeune. En tout cas, c'est pas la question. Alors, on a pensé souvent à Océane Marielle. Ouais. Voilà. Alors, bon, on va jouer la transparence. Je l'ai appelée. Elle m'a expliqué qu'elle s'éloignait un petit peu. Elle avait un autre projet de vie actuellement. Elle fait de la voile. Comment s'est passée votre investiture localement ? Puisqu'il y a quand même certains bruits qui courent qui disent que vous auriez été imposé par le national et qu'au niveau local, ça grince un peu des dents. Ça n'a pas été ses propos, je vous rassure. Oui, dans Océane, effectivement, je pense que ça aurait été une candidate, je ne vais pas dire idéale, il n'y a pas de candidature idéale. Peut-être encore un peu trop piétante en politique. Mais en tout cas, ça n'a pas été son souhait. Ouais. Après, chez nous, les investitures se font par des discussions à l'échelle locale, puis ensuite par une validation. Alors, comment se sont passées ces discussions localement ? À l'échelle nationale. Les discussions locales, elles ont été... tout a été mis sur la table, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était au mois de mars, donc on n'était pas encore dans ces accords de la NUPES. Et à l'échelle locale, effectivement, il y avait d'autres candidatures que la mienne. Ces candidatures n'ont pas été considérées comme, on va dire, en capacité de gagner cette circonscription. Donc c'est ma candidature qui a été choisie par le national et qui est surtout confirmée par les discussions au sein de la NUPES sur cette première circonscription qui est aujourd'hui réservée aux écologistes. Ces candidats qui n'ont pas été retenus chez vous localement, est-ce qu'aujourd'hui ils font corps avec vous derrière ? Oui, bien sûr, j'ai des messages de soutien et tout le monde participe à cette campagne, bien évidemment. Aucune défection ? Aucune défection. Justement, sur la campagne et justement avec cette étiquette NUPES. Oui, est-ce que vous pensez que ça va être un peu plus difficile de faire campagne justement sur l'île de Ré par exemple avec l'étiquette NUPES que votre ancienne étiquette Les Verts ? Écoutez, pour être clair, centre-ville de La Rochelle et Île de Ré, ce sont des populations qui sont relativement aisées, pas tous, mais quand on va dans le nord de l'île de Ré, on sent bien que le niveau de vie n'est pas tout à fait le même. Est-ce qu'avec une étiquette NUPES, donc plus véritablement là, de gauche, avec LFI, etc., est-ce que ça ne va pas coincer un peu par rapport à cet électorat-là ? Écoutez, cet électorat le dira le moment des élections. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un programme qui répond surtout aux enjeux à la fois des RT, mais des habitants de la première circonscription. Et c'est ça qui doit être pris en compte par les électeurs. On a aujourd'hui, et depuis quelque temps, surtout depuis l'accord de la NUPES, un certain nombre de discours qui font de cet accord de la NUPES et de Jean-Luc Mélenchon un épouvantail. Quand vous regardez les propositions,
voilà, elles sont pas forcément, elles sont bien sûr radicalement engagées pour changer le cours des choses, mais on est loin des phrases des 110 propositions de François Mitterrand en 1980, par exemple, hein, qui voulait sortir du capitalisme et voilà, transformer véritablement le système. Île de Ré, écologie, 12% des votants, il s'y trouve. Vous avez le soutien de Bougrain-Dubourg ? Écoutez, on n'a pas cherché à joindre Bougrain-Dubourg. On n'est pas sur des politiques de soutien ou de non-soutien. Je pense que chaque électeur doit voter en conscience et prendre en considération. Vous allez aller voir les maires de l'Île de Ré, par exemple ? On est sur pour nous une campagne de terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une campagne où on cherche à être sénateur. On ne va pas aller rencontrer les élus de chaque commune qui vont voter pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est le vote des citoyens. Et aujourd'hui, les citoyens sont en colère. Et c'est cette colère-là, on veut qu'elle se traduise par un vote en faveur des candidats de la NUPES sur notre circonscription, mais sur les autres. Alors après, il est important de discuter avec les élus locaux. Moi, je les rencontre dans différentes avec vos différents mandats, vous pouvez les rencontrer effectivement, échanger départemental, échanger avec eux sur des questions qui sont des questions locales, mais c'est pas le cœur d'une campagne des législatives. Alors, juste une question sur justement la NUPES, on en parle beaucoup. On a quand même le sentiment, vu de l'extérieur, que c'est un packaging NUPES. C'est qu'on n'a vraiment pas le sentiment... C'est la couleur Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec la couleur, ni verte, ni rouge, etc. Mais on a l'impression quand même qu'on est sur du marketing pour remporter ces législatives et qu'ensuite la NUPES va disparaître, se disloquer, puisqu'il se dit aussi, pour certains, en tous les cas, par exemple, Yann Brossa du PSCF, qui disait, de toute façon, je le cite, si demain nous avons des groupes parlementaires, donc, à l'Assemblée nationale, ils défendront leurs convictions. C'est-à-dire qu'on a l'impression que de toute façon, NUPES, ça y est, c'est bon, hop, on gagne les législatives, et puis après, chacun revient sur ses idées et défend ses idées, et que là, l'union a le sentiment qu'elle va disparaître à l'Assemblée après les législatives. C'est votre... Non, pas du tout. C'est pas du tout. Et je pense que Yann Brossa, quand il évoquait ça, il évoquait des points qui sont des points aujourd'hui qui font débat au sein de la NUPES, mais qui font débat à l'échelle nationale et qui pourraient être tranchés par des référendums localement ou nationalement. Il n'y a pas de souci. L'engagement qu'on a tous pris, c'est une plateforme de proposition. Vous l'avez reçu hier, et nous aussi, 650 propositions. Si on est majoritaire, et je souhaite qu'on soit majoritaire, un gouvernement qui mettra en œuvre ces propositions. Et bien évidemment, c'est la cohésion de ces partis politiques pour soutenir cette politique du gouvernement, mais avec une logique différente que celle d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le retour du poids du Parlement, le retour de la discussion parlementaire, qui aujourd'hui n'existe plus. Et cette discussion parlementaire, elle doit donner toute sa place aux nuances et à l'expression des différents courants politiques, bien évidemment. Mais ça, c'est la biodiversité. N'essayez pas d'avoir un monde sans biodiversité politique, c'est une catastrophe. Mais la question, c'est pourquoi maintenant alors ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant les présidentielles ? Je suis bien d'accord avec vous. Même bien avant les présidentielles. Mais tout à fait, c'est ce que tout le monde dit. Mais reconnaissez au moins à notre mouvement et aux différents partis politiques la capacité à avoir dépassé ces divisions pour proposer une alternative et ne pas laisser 50 plus. On n'a pas su le faire, j'en suis bien d'accord. On n'a pas su le faire et on a tous notre part de responsabilité. Mais aujourd'hui qu'on l'a fait, après nous avoir engueulés pendant 5 ans pour ne pas s'être unis et pendant 1 an de présidentielle, de campagne des présidentielles, aujourd'hui on se fait engueuler parce qu'on est unis. Donc parce que le problème, faut garder un peu de... Vous ne l'avez pas fait pendant la présidentielle et puis juste après vous décidez de faire une union, donc c'est quand même pas anodin. Enfin, les gens peuvent croire que ce n'est pas anodin. Oui, mais quand on compare avec, par exemple, avec 1997, où la dissolution de l'Assemblée nationale avait amené au pouvoir la gauche plurielle, autour de Lionel Jospin, il n'y avait pas de programme commun. Il y avait des engagements communs. Et on n'a pas dit à la gauche plurielle qui gouvernait, voilà, c'est vraiment ridicule votre alliance, ça rime à rien, vous êtes divisés pendant quelques années et là vous allez gouverner ensemble. Alors pourtant, on reconnaît à cette période de la gauche plurielle des avancées très importantes.
je ne vais pas les énoncer, 35 heures, la parité, etc. etc. Et là, on passe un temps, mais infini, ceux qui ont négocié à la fois sur l'accord et sur les propositions, ils ont passé, ils ont négocié 20 heures par jour pour arriver à ça, c'est-à-dire un temps très important pour arriver à ce consensus. Donc ça veut dire qu'on a travaillé le fond. On a travaillé le fond sur les propositions, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place, et on a travaillé aussi le fond sur les désaccords. Et ça, c'est très important. Mais pour éclairer aussi ceux qui nous écoutent, les auditeurs, c'est ce qui se fait aussi à l'échelle locale. C'est-à-dire que quand on discute pour former une majorité municipale, par exemple, ou départementale, on acte les accords et on acte les désaccords. Et ça n'empêche pas à Maran, à La Rochelle ou au conseil départemental d'avoir des politiques qui sont menées et qui changent la vie des habitants. On l'aura bien compris au travers de vos propos, Jean-Marc Soubest, NUPES n'est pas un cheval de Troie pour prendre l'hémicycle. Vous parlez de cohésion, de consensus. Est-ce qu'il y aura vraiment cette cohésion? Est-ce que vous en êtes persuadé par rapport à ce poids de vote à l'Assemblée lorsqu'il faudra effectivement voter des lois? Est-ce que tout le monde va être d'accord chez vous, dans votre nouvelle famille? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que LFI prenne, entre guillemets, le pouvoir de l'Assemblée, puisque à première vue, ce sont eux qui sont, en tous les cas, en termes de candidature, les plus importants, on va dire. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, il y a une prise de pouvoir de l'Assemblée par LFI au détriment des Verts, au détriment du PS, au détriment du PCF? Est-ce que vous croyez que cet équilibre a encore existé? Ça, la question. Oui, je suis persuadé qu'il existera, et au plus grand bénéfice de la démocratie. Je pense qu'on se dirige vers des élections, vers des résultats d'élections où aucun parti politique n'aura une majorité seule. Aucun parti politique. Alors après, il y aura des ensembles ou des NUPES qui auront peut-être et j'espère pour nous, une majorité absolue, mais aucun parti politique n'aura la majorité absolue. Donc, cette culture du dialogue, de la démocratie, et pour mettre en place des propositions, elle va vraiment s'appliquer. On va changer la manière de faire de la politique, et je pense que les citoyens vont y trouver de l'intérêt, mais aussi toute leur part avec les propositions qu'on fait. Et une dernière chose, sur les accords. Les accords, c'est une plateforme de propositions à mettre en place immédiatement ou dans les 5 années de gouvernement. Et c'est ça, notre accord, il est là-dessus. Oui, mais localement, est-ce que trop d'interlocuteurs ne vont pas tuer l'interlocuteur? C'est-à-dire que quand vous allez être dans l'hémicycle, si vous êtes élu, quand vous allez discuter des propositions de loi ou des choses à faire remonter de votre territoire dans l'hémicycle, il va falloir que vous rendiez des comptes. Bien localement, sûr. au PCF, au PS, LFI, comment ça va se passer? Ça va être un temps fou, tout ça. Non, Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de parlotte? D'abord, un député, c'est l'élu des citoyens de sa circonscription. Ouais. Donc c'est d'abord à ces citoyens dont les représentants des partis politiques, bien sûr font partie. Moi, j'ai une proposition, on pourra la développer. C'est l'idée d'une assemblée de circonscription ouverte aux citoyens et qui permet justement d'avoir non seulement de l'information et du débat local sur les grands sujets nationaux, mais aussi... Vous y mettez qui dans cette assemblée-là? Mais aussi... c'est comme on fait des assemblées citoyennes. C'est ouvert et ça doit jouer un rôle de formation, d'information et de dialogue pour alimenter le député sur les enjeux locaux. Et puis, ça doit permettre aux députés de venir justifier ses votes, bien sûr, mais aussi informer les habitants de ce qui se joue à l'Assemblée nationale et de ce qui se fait, de ce qui ne peut pas se faire et éventuellement de ce qu'il faut trancher. On va passer au billet d'humeur. Vous le connaissez, vous Oui. connaissez le principe, billet d'humeur d'Antoine Collin. Alors justement, on va rester sur la durée de vie, sur l'histoire, sur les espèces en voie de disparition. Le billet d'humeur. Ne me dites pas que je suis un homme du passé. Billet d'humeur. Bon, monsieur Soubest, où est passé Europe Écologie Les Verts? Franchement, je m'inquiète pour vous. Depuis que la météorite Mélenchon a fracassé la législativosphère, j'ai l'impression qu'on vous a un peu perdu. Vous, les derniers défenseurs de l'environnement, ça y est, vous faites partie des plus de 6000 espèces reconnues comme en danger critique. Il va falloir vite réagir si vous ne voulez pas complètement disparaître. C'est quand même paradoxal, on entend à longueur de journée
Est-ce que vous avez vu le dernier rapport du GIEC? Il faut absolument sauver notre planète. Pourtant, on vous fait disparaître, vous les Verts. Vous me direz, les dinosaures n'avaient pas eu le choix non plus il y a 65 millions d'années. Et le résultat, vous le connaissez, on assiste à une extinction de masse. Monsieur Soubès, les modérés sont en train de disparaître du débat public. Et je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Le Yannicus jadocus ne saura plus la prochaine espèce... prochaine espèce dominante, malheureusement. En fait, le projet de la 6ème République de notre cher Jean-Luc sera peut-être la 6ème extinction de masse, tant redoutée par les défenseurs de l'environnement. Et oui, monsieur, aujourd'hui, toutes les 20 minutes, une espèce animale ou végétale disparaît causée par une autre espèce animale, l'homme. Chez les politiques, c'est pareil. Tous les 5 ans, un parti disparaît et entre dans le cercle pas si fermé des 873 espèces désormais totalement éteintes. Du coup, il faut sauver qui en premier, monsieur Soubest? Les politiques, les animaux, les plantes, notre planète ou les hommes? Je suis un peu perdu dans tout ça. Vous allez vous en parler encore de ces problèmes au NUPES? C'est encore d'actualité, l'environnement? Non, parce que vous avez dû en perdre du temps à vous accorder sur ces 650 propositions et 33 nuances. La météorite Jean-Luc Mélenchon fait couler beaucoup de lave sous les ponts, une lave rouge vive qui a déjà fait beaucoup de dégâts au sein de vos copains du PS. Alors vous pensez vraiment pouvoir survivre? En attendant, j'ai l'impression que les questions environnementales sont laissées de côté. Il n'y a qu'à voir les propositions du NUPES. La priorité n'est clairement pas à l'environnement, enfin c'est mon avis. Pourtant, étude après étude, le constat revient, le changement climatique demeure l'une, sinon la première préoccupation des 18-35 ans. Selon un sondage Ipsos publié en novembre, 44% des jeunes le plaçaient au cœur de leurs inquiétudes devant le pouvoir d'achat. Vous avez mal lu les propositions, alors. J'ai lu, mais j'ai trouvé que... de toute façon, moi j'ai trouvé que déjà à la présidentielle, on n'en parlait pas beaucoup du climat, alors qu'on agite un peu le foulard rouge... à longueur de journée. Et pour ces législatives, je trouve qu'on n'en parle pas non plus énormément. Et nous, on en parle beaucoup parce que le cœur, en fait, du programme, c'est l'équilibre entre la bifurcation écologique, la transition écologique, on l'appelle comme vous voulez, et la justice sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et donc, l'équilibre du programme, il est vraiment sur ces deux piliers-là. Il y a le troisième équilibre, c'est la démocratie. Et au contraire, les propositions sur la rupture et sur les obligations que l'on va se donner, notamment atteindre 65% de réduction des gaz à effet de serre en 2030, c'est-à-dire bien au-delà des 40% de réduction que s'est fixé la France, c'est très, très ambitieux. Vous pensez que ça, c'est possible? Franchement, c'est pas un peu très, utopiste. très ambitieux. Mais on peut s'en donner les moyens. Si on ne s'en donne pas les moyens, il va falloir... ça va nous coûter très, très cher, parce qu'on va subir des chocs climatiques qui vont être très importants. Et puis, on ne sera pas à la hauteur de nos responsabilités par rapport aux générations qui viennent. Et moi, ça, je ne le supporte pas. Je vous rappelle, quand vous étiez venu en mars dans notre émission, on vous avait interpellé sur le territoire zéro carbone La Rochelle, horizon 2040, et vous n'y croyiez pas. Mais je ne crois pas... Le territoire zéro carbone, comme je vous l'avais dit, c'est une ambition qu'on a lancée quand on était en responsabilité. C'est pas qu'on ne croit pas à cette ambition zéro carbone, c'est sur la manière de le mettre en œuvre. Et on ne peut pas aujourd'hui mettre en œuvre un territoire zéro carbone si on ne fait pas des choix. Notamment des choix entre, d'un côté, on artificialise, on continue à artificialiser, d'un côté, on continue à avoir un modèle de développement économique fondé sur l'agriculture, la grande agriculture irriguée et les hydrocarbures, et en même temps vouloir atteindre le zéro carbone. Il y a une incohérence totale. Mais 2030, 65%, c'est demain, encore plus que 2040. Ouais, complètement. Vous placez la barre très très haut. haute. On place l'ambition très haut. L'ambition. Ouais, on place l'ambition très haute. Un cap, en fait. On fixe un cap qui est celui que fixent les scientifiques. Mais tout simplement. Concrètement, est-ce que vous avez d'autres exemples en matière environnementale que vous allez proposer, que le NUPS va proposer pour les législatives? Oui, bien sûr. Pour atteindre ces 65%, parce que je rappelle quand même que l'Union européenne avait fixé à 40%.
ce qui était déjà, alors on n'y arrive absolument Alors, pas, hein, on le voit bien aujourd'hui, hein. alors, Et là vous passez, vous mettez la barre encore plus haute à 25%. Quelles sont par exemple les opérations concrètes que vous pourriez mener pour atteindre ces 65%? On arrête les poids lourds, on arrête les véhicules, on arrête tout? Non. Parce que c'est énorme, 65%. Oui, c'est- Surtout que parallèlement, il faut faire l'équilibre, c'est-à-dire que comment on se déplace après, comment on émet moins de CO2. Ouais. Aujourd'hui, les émissions de CO2, hein, vous le savez, c'est bien sûr les déplacements, c'est l'agriculture, hein, et l'alimentation, et c'est, on va dire, le bâtiment, le chauffage, etc. Donc, si on veut atteindre ces résultats-là, il ne faut pas se contenter de demi-mesures et de plans d'urgence qui ne concentrent pas les investissements sur ce qui est nécessaire. Donc c'est un grand plan d'investissement, hein, 200 milliards sur la rénovation des bâtiments, sur éliminer les... c'est la 700 000 par an, priorité, ça. c'est ça? Et éliminer 700 000 par an. C'est la priorité des programmes de toutes les forces de gauche qui se sont Non, je veux dire, alliées. sur le volet environnemental, c'est la priorité. Ça, c'est la priorité, c'est limiter les consommations. Hein, et notamment celles qui, à la source, émettent du CO2. Ensuite, c'est développer les énergies renouvelables pour aller vers le 100% renouvelable, qui est notre horizon. Donc ça veut Le dire... CF est pas tellement chaud pour ça. Alors, ils sont pour le 100% renouvelable, mais avec une analyse sur le nucléaire qui, effectivement, n'est pas la nôtre. C'est un débat de société qu'on aurait dû avoir dans les années 70, qu'on devrait avoir aujourd'hui face aux propositions d'Emmanuel Macron de mini-réacteurs et de multiplication des EPR, et qu'on aura de toute façon, qu'on aura à l'Assemblée, qu'on aura dans le pays, parce que c'est un débat de société. Ensuite, il faut bouleverser les mobilités. Donc bouleverser les mobilités, c'est à la fois, bien évidemment, développer des modes de mobilité alternatives. L'électrique, Oui, bien sûr, l'électrique. l'hydrogène. L'électrique en fait partie, l'hydrogène. C'est aussi changer nos modes de mobilité, développer le covoiturage, développer les transports collectifs à la demande dans des zones qui sont peu denses. Bien évidemment, mais ça c'est une évidence sur notre territoire, les pistes cyclables. Comment vous irez à l'Assemblée nationale si vous êtes élu? Comment je dirais sur les Ouais. zones ? Il y a des trains. D'accord. Vous avez aussi Voilà. des billets d'avion, 80 billets d'avion. Ouais. Vous les utiliserez ou pas? Non, mais je refuse d'utiliser ce mode de transport intérieur qui n'a aucun sens véritablement aujourd'hui. On en reparlera si vous voulez de l'avion, mais voilà, en tout cas, oui, non, je ne prendrai pas l'avion pour aller à l'Assemblée nationale. Ça serait vraiment une ineptie. Et sur les mobilités également, il faut penser à un autre aménagement du territoire. Aujourd'hui, les mobilités, et depuis une trentaine d'années, elles ont explosé parce qu'on a aménagé le territoire en concentrant les zones d'activité sur des zones urbaines, obligeant nos concitoyens, à cause en particulier du prix du logement, à aller habiter de plus en plus loin. Donc il faut réaménager ce territoire. Barante en est un exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur des territoires où les gens sont obligés de faire 20 ou 30 km pour aller travailler, on doit remettre des services publics, réinstaurer de l'activité et donner la possibilité de travailler autrement pour limiter ces mobilités. Mais on ne doit pas le faire sur 20 ans, on doit le faire sur une période réduite et ça suppose véritablement de donner un horizon, c'est pour ça qu'on fixe cet horizon ambitieux, de donner des moyens. C'est pour ça que, pour nous, il faut un fonds d'investissement très important pour que cette bifurcation écologique soit mise en place à l'échelle locale. Ce qui veut dire que on redonne du pouvoir et des moyens à l'échelon local. Hein, et moi, je suis très, très attaché à ça, et c'est un élément important du programme, à l'échelon local, aux citoyens, aux associations et aux élus locaux. Nos propositions, c'est l'inverse de la verticalité d'Emmanuel Macron, hein, qui fait aujourd'hui des plans d'urgence, qui fait signer des contrats aux départements, qui fait signer des contrats aux collectivités. Mais c'est lui qui décide de savoir quel est le projet qui est bon, quel est le projet qui est mauvais. Est-ce que vous c'est souhaitez le inverser préfet. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un fonds dans lequel on va pouvoir puiser à partir de projets proposés par les citoyens, par les associations, par les élus locaux, qui, eux, sur le terrain, savent exactement comment atteindre cet horizon de 2030, qui est effectivement très ambitieux. Et pour s'attaquer à ce gros morceau qui est l'écologie, il faut que ça soit une priorité.
Ce Alors sera une qu'on priorité. on a la sensation quand même que la priorité aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, c'est pas l'écologie. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a du mal à boucler la fin du mois de penser à la fin du monde. C'est pas sa priorité quotidienne. On croise des habitants, et moi, j'ai certains de mes élèves qui ont quand même du mal à finir les fins de mois. Donc vous voulez... Donc on ne peut pas leur tenir un discours de dire arrêtez, faites des économies, alors qu'ils sont dans l'incapacité déjà de subvenir à leurs besoins. Donc il faut définir ensemble quels sont les besoins, satisfaire les besoins essentiels, et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de mesures sur le pouvoir d'achat et de mesures immédiates, pour ensuite avancer vers ces objectifs climatiques, sachant qu'aujourd'hui, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre sur notre planète, mais aussi dans notre pays, ce n'est pas ceux qui ont des problèmes de fin de mois. Donc vous voulez rassurant, Jean-Marc Soubest, Europe Écologie Les Verts n'a pas de plomb dans l'aile. Non, on a de nouveaux adhérents tous les jours. Et vous n'avez pas déchiré votre carte. Et je n'ai pas déchiré notre Vous n'allez pas le faire. Pourquoi faire? On va se recentrer sur le local, si vous le voulez, hein, même Oui. si on l'aborde, hein, bien évidemment, à travers les propositions et à travers le programme NUPES. Juste une petite question qui englobe un peu tout l'ensemble. Quel bilan vous faites du quinquennat d'Olivier Falorni? Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ce quinquennat? Écoutez, on a parfois du mal à tirer des leçons du quinquennat, voire des 10 ans du député Olivier Falorni. Alors, j'ai lu comme tout le monde sa petite brochure sur sa présence aux inaugurations, sur sa présence à l'Assemblée. Voilà, donc c'est un député qui est présent, c'est sûr, mais on peut constater une absence de poids dans l'Assemblée nationale, à la fois par son absence sur des votes importants, à la fois sur son incapacité à faire avancer des sujets importants, y compris la fin de vie. Et en fait, ça dénote ce qui est une spécificité de notre Assemblée nationale. C'est-à-dire que quand on est un député électron libre qui appartient à un groupe très peu important, on ne pèse pas à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas à la fois défendre les sujets locaux et on ne peut pas peser sur les orientations nationales. Il a quand même défendu les sauniers de l'île de Ré et puis la protection des défunts. Normalement, ça devrait vous toucher, ça. Sujet majeur. Oui, sur les sauniers de l'île de Ré, je pense qu'il a fait sa part, mais les députés écologistes européens font toute leur part aussi, et je pense pèsent un petit peu plus sur ces directives européennes. Et puis voilà, nos élus régionaux ont aussi eu toute leur part. Donc voilà, c'est logique qu'ils soient montés au créneau. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils montent au créneau sur des lois plus importantes. Aimer l'entendre sur la loi climat, il s'est abstenu sur cette loi-là. On vote pour, on vote contre, mais c'est compliqué d'avoir une position neutre sur une loi comme ça. Un exemple aussi de cette incapacité à peser et finalement à ne pas donner une lisibilité à ses positionnements, à être toujours un petit peu dans le flou, c'est sur le glyphosate. Justement, il s'est cassé les dents là-dessus. Alors vous, comment vous allez faire pour y arriver? Il s'est cassé les dents. Moi, quand je regarde, c'est qu'il a déposé un texte qui n'est pas allé jusqu'au vote. C'est-à-dire que, comme il n'a pas de groupe, son texte il a été signé par une personne, Olivier Falorni. Il n'y a eu aucun autre député qui a pu porter avec lui cette proposition-là. Alors vous, c'est le poids de votre groupe qui va faire? Et juste, quand il y a eu une proposition sur l'interdiction du glyphosate, qui a été portée par les députés écologistes France Insoumise, vous savez ce qu'il a voté? Dites-nous. Il n'a pas voté pour. Voilà. Donc, quel est son positionnement? Voilà. On ne peut pas se présenter devant les Français et devant les habitants de la circonscription en disant je suis un député libre, un électron libre, parce qu'on a besoin aujourd'hui de savoir quels seront les positionnements du député que l'on va élire sur les grands sujets. Moi, c'est très clair, c'est les 650 propositions. Et puis, on a besoin aussi de savoir s'il sera un député utile, c'est-à-dire un député qui a suffisamment de poids, grâce à son groupe,
grâce aussi à sa personnalité, pour peser à l'Assemblée nationale, y compris sur les sujets locaux. Par exemple, un sujet local qui est celui du grand contournement de La Rochelle. Voilà, c'est un contrat de plan État-région. On a besoin que le député il soit hyper actif sur cet enjeu important, à la fois pour le grand port maritime, mais aussi pour revisiter les transports collectifs au sein de l'agglomération. Voilà, c'est un sujet qui n'avance pas. Et je pense que un député, il doit peser pour faire avancer ces Je reviens sur votre position sur le glyphosate et localement, parce que c'est vrai que sur votre circo, il y a quand même de l'agriculture intensive. Hein. Comment vous allez vous positionner contre certainement l'utilisation du glyphosate. Comment vous allez faire passer la pilule localement ? D'ailleurs, ça fait partie des 650 propositions où l'interdiction des pesticides. Alors là, on prend large, c'est pas que le glyphosate. Parce que c'est les pesticides en général, les pesticides chimiques, bien évidemment. Donc là, vous allez peser grâce au groupe. C'est-à-dire qu'un député tout seul ne peut rien faire, vous venez de le dire, Olivier Falorni. Ouais. Là, ça serait plus porteur avec, forcément, au sein d'un groupe, c'est ça ? Bien sûr, c'est plus porteur au sein d'un groupe. Et en plus, dans un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, il est évident que la proposition de loi passera. Et qu'on interdira le glyphosate, tant les conséquences sur la santé, et surtout, tant on veut faire évoluer le modèle agricole vers de l'agroécologie. Alors, imaginons que vous ayez la majorité à l'Assemblée, vous dites interdiction des pesticides, du glyphosate donc, mais quelle alternative pour les agriculteurs ? Parce que là, ils vont se retrouver sans rien pour mener à bien. Et alors, on sait aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'hier, que la production céréalière est très importante, puisque on n'a plus l'Ukraine, on a des difficultés en ce moment, et pas des moindres avec la Russie. Comment vous faites pour ces agriculteurs ? Parce que si vous voulez, du jour au lendemain, vous leur dites c'est fini, débrouillez-vous maintenant. Et la science, enfin en tous les cas, on voit bien qu'il n'y a pas d'alternative véritablement concrète. Comment vous faites là pour leur dire ne vous inquiétez pas, vous allez quand même réussir ? Mais bien sûr, on est sur l'interdiction des pesticides, mais on ne va pas le décider du jour au lendemain. D'accord. Bien évidemment, il y a cette transition, ça a été largement discuté à la présidentielle, y compris dans le programme des écologistes. On donne un temps. Combien à peu près ? Qui peut être de 3 ans, qui peut être de 5 ans sur la sortie des pesticides. C'est d'abord le respect de la loi. Aujourd'hui, il y a des pesticides, des herbicides qui sont utilisés, qui sont interdits. Donc il y a d'abord faire respecter la loi sur l'utilisation de ces produits. Et puis, c'est entamer la transition écologique de l'agriculture. Elle est nécessaire vu le changement climatique. On voit aujourd'hui l'état des champs de blé. On a des jeunes agriculteurs sur Sainte-Soule dont la production de tournesol sera réduite à néant. Des éleveurs qui vont avoir des problèmes de fourrage. Et on a besoin d'une transition. Alors, elle intègre bien sûr la diminution et la disparition progressive des produits phytosanitaires chimiques. Il y en a d'autres qui existent. Il y a des alternatives qu'utilisent aujourd'hui des paysans en agriculture biologique, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative. Et puis ensuite, il y a une évolution des cultures. Aujourd'hui, on a des espèces de maïs, par exemple, locaux, qui sont beaucoup plus résistants aux maladies, comme ils sont plus résistants à un stress hydrique. Donc c'est cette transition-là qu'il faut avoir, avec des rotations différentes, avec des associations de cultures. Je rappelle que pratiquent aujourd'hui des agriculteurs dans notre région comme ailleurs. Sur la question des productions, là aussi, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, si on reste dans le système actuel, et avec le changement climatique et notamment la diminution des précipitations au printemps, les récoltes vont diminuer. Donc on a besoin d'adapter cette agriculture pour qu'elle survive et pour que les paysans aujourd'hui aient les moyens de vivre sur leur territoire. C'est aussi pour ça qu'on veut leur donner d'autres missions à ces paysans et rémunérer leur rôle écologique. Parce que ce sont les premiers écologistes. Les paysans, ils travaillent la terre, ils sont au milieu de la nature, ils plantent des haies, ils veillent il faut qu'ils veillent en tout cas à la qualité de l'eau et à son utilisation pour tous les usages. Donc on a collectivement une mission pour ces agriculteurs, en les rémunérant pour les... Donc là, c'est l'État qui va faire de la compensation cette fois. C'est l'État, c'est les collectivités, ce sont les citoyens, oui, bien sûr. Parce que c'est aujourd'hui, quand les milieux perdent en qualité, c'est nous qui payons la réparation.
et sur des coûts souvent considérables. Donc, nous, on est plutôt pour l'anticipation, pour la prévention, et c'est vrai dans le domaine de la santé. Et prévenir, ça veut dire éviter de dégrader les milieux pour que collectivement, on n'ait pas à payer par nos impôts la réparation de ces dégradations. On va avancer sur les dossiers locaux parce que je vois que le temps passe. On est déjà à 45 minutes d'émission. Il nous reste un petit quart d'heure. On peut dépasser, on a le droit ici. Il n'y a pas un souci, il n'y a pas de pub derrière qui attend. Donc, moi, j'ai envie de vous poser la question sur les logements sociaux. On en parlait un petit peu, et notamment le logement étudiant. On sait qu'il y a une grosse problématique là-dessus. Alors là, centrons-nous sur La Rochelle. Ça devient de plus en plus difficile de se loger, notamment pour les étudiants et les personnes et les familles qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Qu'est-ce que vous proposez au niveau local? Est-ce qu'il faut légiférer, interdire, contrôler complètement les loyers? Quel est votre programme là-dessus? Oui, c'est le sujet véritablement au cœur des préoccupations des habitants de la circonscription. On l'a vu dans l'île de Ré quand on s'est déplacé sur l'agglomération dans La Rochelle. On sait qu'aujourd'hui, et ça ne concerne pas que les étudiants, mais que voilà, il y a par exemple des employés de mairie qui dorment dans leur voiture et des étudiants qui ne viennent plus à La Rochelle parce que c'est impossible de trouver du logement. Donc c'est un vrai sujet. On en a parlé souvent. Les solutions, elles sont multiples. La première solution, c'est redonner un petit peu d'autonomie aux jeunes, et notamment aux étudiants. Vous savez qu'on propose une allocation d'autonomie pour les plus de 18 ans d'un petit peu plus de 1 000 euros, 1 083 euros, pour déjà pouvoir accéder à certains logements. Ensuite, il y a la construction. Il faut mobiliser un petit peu de foncier, non pas pour faire de la spéculation immobilière, mais pour donner cette capacité de le foncier, de vous créer. le trouvez où? Parce que là, sur la première circonscription, c'est un petit peu difficile. Ouais, vous bien allez sûr. prendre sur les terres arabes? Non, bien sûr que non. Alors vous allez les Non. prendre où, sachant que vous avez Mais- dénoncé le bétonnage de La Rochelle que fait Jean-François Fontaine, enfin, selon vous et d'autres. C'est, Vous allez les Ce qu'on- prendre- où est-ce qu'on construit du Ce qu'on logement? dénonce aujourd'hui, c'est l'utilisation du foncier pour des programmes qui, aujourd'hui, sont souvent des programmes spéculatifs. Résidences secondaires, Airbnb. Donc il faut limiter les capacités de spéculer sur le logement par des mesures que l'on veut prendre qui sont dans le programme, notamment sur l'encadrement strict des loyers, voire leur imposer que ces loyers baissent dans les zones très tendues, limiter les locations en Airbnb, bien évidemment, mais plus généralement sur ces plateformes de location. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui investit pour louer 4 appartements alors qu'il n'y habite pas du tout, c'est contraire à l'esprit de départ de ce système de location de courte durée, mais en plus ça prive les travailleurs locaux, les étudiants d'un accès à du logement. Donc il y a des mesures réglementaires, effectivement, pour limiter ces investissements spéculatifs et redonner ces logements, qui vont être des logements qui vont être remis sur le marché pour la location, en espérant que, en remettant notamment sur La Rochelle, c'est plusieurs milliers de logements sur le marché, ça permette aussi de modérer les prix, puisqu'aujourd'hui, à la fois la location courte durée, les résidences secondaires, la demande des retraités de venir passer leur fin de vie la retraite et leur fin de vie sur le littoral fait qu'on a une tension très très forte sur. Mais vous allez sur ces devoir prix. aussi conjuguer avec le tourisme, parce que nous sommes une terre de touristes et de tourisme. Comment vous allez conjuguer si vous réservez, entre guillemets, les logements aux logements alors, sociaux, étudiants, etc. Les touristes, ils vont faire comment? Ils vont partir? Première Ça sera économie une- du territoire. Oui, le c'est tourisme, C'est la très première important, économie oui. du territoire, mais elle aussi, il faut la protéger. Alors, pas le surtourisme qu'on voit parfois et dont on est finalement extrêmement dépendant. Et là aussi, il y a une réflexion à avoir on l'a vu pendant le Covid, quand tout s'arrête et quand les touristes ne viennent plus, effectivement, ça pose des problèmes. Donc, il faut rééquilibrer un petit peu l'économie de notre territoire. Et puis est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que des jeunes qui sont étudiants, qui terminent leur année fin mai, début juin, on leur dise je suis désolé, vous partez au 1er mai, vous partez au 15 mai, parce que j'ai des touristes qui arrivent. Donc il y a un autre modèle qui est important. On doit remettre sur le marché ces
ces éléments-là. Et puis pour les locations touristiques, voilà, il y a des communes aussi qui sont des communes périphériques à La Rochelle. Moi, j'entends les maires qui interviennent sur ça régulièrement, et au conseil départemental également, qui demandent que voilà, on développe cette offre touristique. Il y a du foncier, il y a des logements vacants, voire des logements vides. On peut accueillir sur nos territoires des touristes, mais il faut arrêter la concentration de l'offre touristique sur une ville, une agglomération qui se métropolise à vitesse grand V. Autre forme d'économie sur votre peut-être future circonscription, Jean-Marc Soubest, l'aéroport de La Rochelle, 60 emplois, déficitaires, c'est clair, c'est les collectivités qui abondent tous les ans. Le grand port maritime, est-ce qu'avec votre casquette NUPES, votre vision a changé sur ces deux pôles ? Ma vision a changé, je ne crois pas. Il n'y a pas vraiment de divergence d'analyse entre les... Pourtant, c'est pas très écologique, l'aéroport et le grand port maritime. Oui, c'est toujours ce que j'ai un petit peu dénoncé. Et vous gardez les mêmes positions ? Sur l'aéroport, aujourd'hui, la fonction de l'aéroport de La Rochelle, c'est effectivement une fonction touristique. Qui apporte du tourisme. Pour l'essentiel, qui apporte du tourisme, mais sur un modèle économique qui est une catastrophe écologique. Pouvoir aujourd'hui se déplacer à 40 € ou à 50 € en venant de l'autre bout de la planète, ou même de la France. Voilà, il y a un grand plan de réorganisation du transport aérien qui est à faire. On a une ligne TGV, il y a des aéroports qui sont des aéroports internationaux à Nantes, à Bordeaux et bien sûr à Paris. Utilisons ces lignes de chemin de fer et ce transport. L'aéroport de La Rochelle... On ferme cet aéroport ou pas ? Il a d'autres fonctions. Il a une fonction notamment aujourd'hui de liaison avec Lyon, par exemple, qui est importante. Une ligne qui marche absolument pas. Tout à fait. Qui est utilisée simplement par des chefs d'entreprise de l'agglo. Exactement. Thomas Juin le citait l'autre jour. Bon, il a espoir qu'elle change un petit peu, qu'il y ait d'autres formes de passagers qui arrivent, mais pour le moment, ce ne sont que des chefs d'entreprise. Oui, complètement. Donc, des avions vides. Le modèle, lui aussi, il est pour l'instant utile pour cette clientèle-là, à qui on doit proposer d'autres modèles de transport, et notamment à partir du moment où on a davantage de lignes TGV, de trains entre La Rochelle et Paris, entre Paris et Lyon. Voilà, le Paris-La Rochelle, il doit pouvoir se faire d'une manière suffisamment facile pour qu'on n'ait pas besoin de réserver des surfaces d'un aéroport et les trajets... Donc, je reviens à ma question, on en fait quoi de cet aéroport ? Eh bien pour ma part, personnellement, je crois qu'il faut accompagner la transition vers la diminution du trafic et réfléchir effectivement à plus ou moins long terme, mais plutôt du moyen terme, à sa fermeture. Oui. Alors, paradoxe aussi pour vous, qui est un politique vert, on l'a bien compris, le grand port maritime qui transporte les pales d'éoliennes. Les éoliennes, c'est votre truc, ça. Oui, mais pourtant, au niveau carbone, ça consomme le grand port maritime. Alors, on en fait quoi de ce grand port ? Bien sûr. Le grand port, il est dans une stratégie de transformation, de mutation. Cette mutation, elle est enclenchée par des aménagements solaires, dans une politique vertueuse sur les économies d'énergie et la production d'énergie renouvelable. Et le grand port maritime doit évolue absolument dans sa logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel du fret, c'est les hydrocarbures et les céréales. Les céréales, oui. C'est-à-dire deux produits qui sont amenés à diminuer fortement, et d'ailleurs le Grand Port Maritime avait commandé une étude là-dessus, qui sont amenés à diminuer fortement. Donc cette transition, cette mutation des activités du Grand Port Maritime doivent être accompagnées, et doivent être accompagnées par les collectivités, doivent être accompagnées par l'État. On doit réorienter les activités du Grand Port Maritime. Alors l'éolien, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une activité que nous, on soutiendra, bien sûr. Parce que en offshore aussi ? 100%, bien sûr, en offshore. C'est là où le potentiel est le plus important, en dehors toujours des zones Natura 2000 et des parcs naturels marins. On doit développer du offshore pour réaliser cette transition énergétique et sortir des énergies fossiles. Vous êtes enseignant ? Oui. Vous exercez toujours. Vous êtes aussi élu au conseil municipal de La Rochelle, dans l'opposition. Vous êtes à la CDA.
Vous êtes dans l'opposition, hein, donc... Voilà. Vous êtes aussi au conseil départemental. Si le 12 ou le 19 juin, vous êtes élu, alors déjà, est-ce que vous allez refiler votre cartable d'enseignant à Olivier Falorni? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, laquelle des casquettes vous allez abandonner? Pour moi, l'engagement, il est assez simple et il est assez clair. Je ne me consacrerai uniquement qu'au mandat d'élu député. D'accord. Voilà, je serai un député, pleinement député et complètement député pour les engagements que j'ai pris à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, bien sûr. Ça sera important. Donc j'abandonne effectivement les autres mandats et je serai en disponibilité de l'éducation nationale. 2026, c'est loin, mais vous briguerez la mairie de La Rochelle? On est sur le mandat de député. Ouais. Mais ça se c'est chevauche. 5 ans. C'est 5 ans. Ouais. Donc 5 ans, c'est un engagement, c'est aller au bout du mandat de député. Vous avez une suppléante pourtant. Et vous savez qu'on ne peut pas cumuler député et maire. Et pour ma part, voilà, c'est important d'aller jusqu'au bout de ces engagements. Vous ne m'avez pas répondu sur votre cartable. C'est-à-dire si... le cartable pour Olivier Falorni. Ouais. Écoutez, vous pouvez lui passer le message. Il est en disponibilité de l'éducation nationale, je crois. Donc il y aura des postes vacants à la suite de mon élection. Je voudrais revenir on est sur du local, mais quelque chose qui est tendu, une situation qui est tendue, c'est l'hôpital. Il y a beaucoup d'urgentistes qui se posent des questions de savoir comment ils vont faire cet été. Parce que déjà, avec la pandémie, ça a pas mal épuisé les ressources en personnel, on va dire. Comment vous voyez l'avenir de cet hôpital qui va déménager, qui va être construit à la place du parc des expositions? Comment vous voyez l'avenir de cet hôpital? Est-ce qu'il fallait véritablement faire un nouvel hôpital plutôt que de réformer celui qui existe? L'autre question, c'est ne faudrait-il pas envisager un CHU? Parce que l'hôpital de La Rochelle n'est pas un CHU. Et est-ce que ce ne serait pas ça l'avenir de l'hôpital à La Rochelle? Ça serait intéressant. En tout cas, sur l'avenir de l'hôpital, je me suis prononcé à beaucoup de reprises en disant notamment qu'il était indispensable que l'on n'ait pas une diminution de l'offre hospitalière et notamment du nombre de lits. Or, le projet qui va être présenté, qui veut être celui du parc des expositions, entraîne inévitablement une diminution du nombre de lits et donc de l'offre hospitalière. Et ça, ce n'est pas acceptable en l'état. Donc, je pense que c'est vraiment un débat qui doit être reposé à l'échelle de l'agglomération. Mais au-delà de l'agglomération, pour les habitants de l'île de Ré, comme pour ceux de Rochefort qui sont sur la circonscription 2, on doit repenser un hôpital à l'échelle des besoins. Et ces besoins, c'est les besoins d'une population qui augmente, notamment sur des pointes comme l'été, et vous en avez parlé, on a une pression très très importante. Et puis, avec un vieillissement de la population, qui amène la nécessité de se spécialiser davantage dans certains domaines et de revoir plus globalement, parce que c'est important, l'offre de santé sur nos territoires. Mais là, on parle d'une échelle plutôt départementale. Là, on tombe véritablement dans le problème de désertification. Il y a des exemples, par exemple, pour avoir un dermatologue, il faut attendre 2 à 3 mois, et j'en passe. Les kinés, c'est pire encore. C'est quoi la politique NUPES là-dessus? C'est d'imposer, de dire maintenant, vous ne choisissez plus votre destination, cher médecin, vous allez à tel endroit? Non, c'est multiplier les réponses à ces problèmes. Et en particulier... avoir, comme ça se fait dans certains départements, avoir une réponse publique. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est à la fois les files d'attente dans la patientèle des généralistes, la durée, le temps de rendez-vous chez les spécialistes et la distance que l'on peut avoir à parcourir pour trouver ce rendez-vous. Aujourd'hui, on est à La Rochelle, on a un rendez-vous à Saintes et inversement, et c'est absurde. Donc, c'est mettre en place dans les départements, à l'échelle des départements et des territoires des intercommunalités, des centres départementaux de santé. Donc à la charge des collectivités locales. À la charge des collectivités locales, mais vous savez, c'est l'exemple par exemple dans le Maine-et-Loire ou plus près de nous en Vendée, qui arrivent très vite à l'équilibre et qui deviennent rapidement autonomes. Ça ne coûte pas plus d'argent à la collectivité ni aux habitants. Ça implique la salarisation, je vais y arriver, des médecins? Tout à fait, ça implique la salarisation des médecins, du personnel de santé en général, et ça favorise aussi
leur arrivée sur le territoire, parce que, contrairement souvent à ce qu'on pense, il y a un certain nombre de médecins qui ont envie à la fois de cette sécurité d'emploi et en même temps d'avoir une mission qui est celle de soigner sur des territoires où il n'y a pas d'offres suffisantes. On va passer tout de suite au pour ou contre, au redoutable pour ou contre. Ah oui. Bon, je vous rappelle le principe, Jean-Marc Soubès, le pour ou contre, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. On en a pas mal et on a un petit peu accéléré le débit. Défilé. Voilà, on a un petit peu accéléré le débit pour ces législatives. Yannick, c'est vous qui commencez. Alors Éric Piolle, le maire de Grenoble, a fait voter à son conseil municipal l'autorisation de se baigner dans ses piscines avec le burkini, voire les seins nus. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? C'est la responsabilité d'Éric Piolle et du conseil Non, mais sur municipal. l'autorisation. Pas d'un député. D'accord. Pour ou contre le retour de la réserve parlementaire? Non, contre. Pour ou contre le suicide assisté? Qui est une mesure qui fait partie des 650 mesures. Oui, Enfin, proposition. Oui, Vous êtes pour? Oui. Pour ou contre les sociétés citoyennes de production d'énergie? bien sûr. Pour ou contre, encore plus d'aide militaire à l'Ukraine. Plus d'aide militaire à l'Ukraine, oui, pour. Pour ou contre le retour de l'ISF. Bien sûr. Pour ou contre le mandat unique de 5 ans pour les députés. Non, contre. Pour ou contre la mise en place d'un menu vegan dans les restos de l'Assemblée nationale. Pour. Pour ou contre la construction de la nouvelle mosquée à Villeneuve? Ça dépend où. Mais sinon, pour, oui, bien sûr. Pour ou contre l'utilisation du 49.3? C'est pas la bonne méthode. Pour ou contre l'abandon total du nucléaire? Pour. Pour ou contre l'obligation de présence dans l'hémicycle? Oui, bien sûr. Ça fait partie des choses indispensables, sauf, voilà. Pourtant, on voit souvent l'hémicycle vide. Enfin, vide. Très clairsemé en tous les cas. Oui, Oui. voilà. Donc ça, il va falloir effectivement obliger C'est un peu... surtout la présence en commission qui est importante. Je pense que c'est là où le député travaille et peut faire avancer des choses. Jean-Marc Soubès, on arrive à la fin de cette émission et comme vous le savez, toujours en fin d'émission, on donne carte blanche à notre invité. Donc si vous avez envie de revenir sur un sujet qu'on a évoqué, peut-être pas assez, ou si vous voulez parler d'un nouveau sujet qui vous tient à cœur, vous avez 2 minutes, c'est à vous. Oui, merci. Non, je voulais juste revenir, d'abord vous remercier en cette fin d'émission de ce charcutage de nos propositions et de ce que je peux représenter, mais juste dire en toute sincérité, parce que je pense avoir démontré que j'étais quelqu'un d'engagé, de sincère, que c'est pas une élection comme les autres. C'est vraiment une élection où chaque voix va compter et qu'il faut bien avoir conscience des enjeux de l'élection. On peut s'amuser de l'arc-en-ciel de la NUPES, on peut se moquer de la manière d'être de tel ou tel leader politique, mais ce qui est important, c'est l'avenir qu'on trace. Et cet avenir qu'on trace, on le trace pour nous, mais on le trace aussi pour ceux qui vont venir et qui n'ont pas le droit de vote, parce que soit ils sont trop jeunes, soit ils ne sont pas là, mais dont la préoccupation, et je vois pour les plus jeunes, et vous l'avez rappelé, c'est dans quel monde on va vivre dans 10 ans, dans 20 ans. Et je crois que, voilà, tous et toutes, on doit avoir cette responsabilité-là. Le 12 juin, le 19 juin, quel est le bulletin de vote, quel est le programme qui répond le mieux à cette ambition qui est de changer la vie et surtout, de prendre un autre chemin. Voilà. Le bulletin NUPES, bien sûr, c'est le bon bulletin. Un dernier charcutage, Jean-Marc Soubès, que vous me tendez la perche, la manière d'être des hommes politiques. Ça vous aurait plu de siéger à côté de Jean Lassalle dans l'hémicycle? Non, parce que je suis attaché aux valeurs de l'écologie et même si c'est un personnage truculent et qui nous fait beaucoup rire, je crois que ce qu'il défend et ce qu'il porte ne correspond pas à mes valeurs. Merci. Merci Jean-Marc Soubès d'avoir participé à cette émission. Merci et puis à vous. on se retrouvera peut-être dans une autre émission après les législatives, on verra les résultats. Je nous le souhaite. Merci messieurs d'avoir également participé à cette émission, merci. Yannick et puis Antoine. Nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau mag et on aura le plaisir d'accueillir Marine Edelec qui est donc une concurrente de Jean-Marc Soubès sur la première circonscription La Rochelle-Île-de-Ré, vendredi 27 à 18h si ma mémoire est bonne. Merci à vous et on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien.